Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Bertrand Badret. Bonsoir Jean-Michel Duez. Vous êtes depuis vendredi le nouveau directeur général finance de la Banque mondiale. La Banque mondiale, c'est cette institution de l'ONU qui est basée à Washington et dont l'objectif est la réduction de la pauvreté à travers le monde. La Banque mondiale accorde par exemple des prêts aux pays en développement. Et il y a quelques jours encore, vous étiez, la semaine dernière d'ailleurs, directeur financier de la Société Générale. Alors pourquoi avoir quitté comme ça une banque privée ? Écoutez, il y a des opportunités dans une vie qui ne se refusent pas, surtout quand elles correspondent à un vieux rêve. Quand j'ai commencé mes études, on m'aurait dit écoute, quand tu seras grand, tu veux faire quoi ? Alors, j'aurais peut-être pas dessiné un mouton dans une cage comme Saint-Exupéry, mais j'aurais probablement dessiné quelque chose qui ressemblait à ce job. C'est-à-dire ? Un job où finalement vous avez rassemblé vos compétences techniques, une capacité à faire, une capacité à bouger pour l'objectif que vous avez rappelé qui est réduire la pauvreté dans le monde. Donc vous mobilisez la finance au service probablement de la plus belle des causes pour un être humain qui a envie de s'engager, ce que je crois être. Et réaliser ce rêve, ça passait par le parcours qui est le vôtre. C'est-à-dire d'abord la banque, d'abord la haute finance. C'était pas prévu comme ça. La Banque mondiale, ça a commencé quand un chasseur de tête m'a appelé et m'a dit est-ce que vous seriez intéressé ? Là, j'ai eu un moment d'arrêt en me disant tiens, c'est mon rêve qui revient. J'avais fait mon deuil d'une certaine manière. La vie ayant été ce qu'elle a été, j'ai enchaîné différentes responsabilités à différents endroits. Et j'ai eu finalement le sentiment de toucher au port. C'est-à-dire que toutes les expériences que j'ai accumulées, que ce soit face à la crise depuis 2007 au Crédit Agricole ou à la Société Générale, que ce soit mon expérience brève mais très intéressante auprès du président Chirac en 2003 au sommet du G8 d'Évian, que ce soit mon expérience à New York au moment de la bulle Internet et de son explosion, au moment du 11 septembre, finalement tout ça fait sens. C'est comme s'il y avait un puzzle sur la table et que d'une certaine manière, je peux enfin mettre les morceaux bout à bout et avoir quelque chose qui ressemble finalement à un rêve d'enfant. Alors en quoi ça fait sens ? Parce que là, c'est tout à fait une autre démarche qui va être la vôtre maintenant. Ça fait sens parce que je trouve, et c'est ça qui est formidable, on vit un changement de cycle. On vit un changement de cycle. Quand j'étais étudiant, on m'obligeait encore à apprendre les différentes phases de la planification soviétique. On expliquait que le Brésil était un pays d'avenir, qu'elle allait le demeurer pendant des siècles. La Chine, c'était un nain, et on parlait plus de Hong Kong que de la Chine. Et qu'est-ce qui s'est passé en 25 ans ? Le système financier tel qu'on l'a connu dans les années 80-90 a juste explosé en 2007. Les pays émergents ont fini par émerger. On a un choc énergétique, des réflexions sur le changement climatique. On a l'explosion d'Internet et du numérique. Tout ça, c'est passionnant. Et on découvre une mondialisation plus ou moins maîtrisée. Et donc l'idée d'arriver à un endroit où cette mondialisation, on peut l'appréhender et d'une certaine manière se dire autrement qu'avant en disant « ils ont fait ça, ça va être un peu moi ». Et donc c'est pour ça que ça fait sens, d'être à un endroit où peut-être de manière candide, optimiste, naïve, je vais peut-être avoir une influence sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et ça, c'est... Pour l'enfant que je suis resté, c'est inouï. Alors, au-delà du rêve, quelle influence vous allez avoir ? Qu'est-ce que vous espérez ? Alors, ce que j'espère, c'est que c'est une institution formidable. Enfin, tout le monde connaît la Banque mondiale, même si parfois les gens confondent avec la World Company. Qui n'est pas exempte de critiques. Elle n'est pas exempte de critiques. C'est une institution humaine. Comme des institutions humaines, elle est faillible. Mais c'est une plateforme extraordinaire qui a des moyens financiers très importants, qui a des moyens humains très importants. Et donc, je pense qu'il y a une capacité à faire. Et moi, ce qui me plaît dans le défi qui m'a été proposé, c'est d'utiliser les compétences financières que j'ai acquises, je dirais une capacité de résistance face à la crise, face à ce qui se passe, une réflexion que je développe depuis un certain temps, et de me dire comment est-ce qu'on peut faire mieux avec cet outil ? Comment est-ce que ces finances, on peut en mobiliser plus ? Alors, et si pour les mêmes ressources, on peut faire 1 euro de plus, peut-être qu'en bout de chaîne, il y aura un enfant quelque part dans le monde qui souffrira moins. Alors faire mieux, ça veut dire quoi concrètement ? Faire mieux, ça veut dire, en tout cas pour ce qui est ma partie au début, après je verrai en me déployant dans l'organisation, c'est avec les ressources de la Banque mondiale telles qu'elles sont aujourd'hui, comment est-ce que je peux mobiliser plus d'argent, plus de financement, plus de prêts, plus de compétences partout dans le monde où on en a besoin. Et alors, quand on voit effectivement un monde où il y a encore 4 ou 5 ans, le taux de croissance était de 4, 5, 6% par an et qu'on est tombé à 2, peut-être 3%, il y a beaucoup à faire. Donc en fait, votre travail sera plutôt en direction des bailleurs de fonds. Mon travail sera à la fois en direction des bailleurs de fonds, effectivement. Ils sont près de 200, qui continuent à être présents. Mais mon travail sera aussi dans la meilleure utilisation des fonds qui nous sont confiés. Encore une fois, je ne vais pas refaire de l'innovation financière à tort et à travers. Je pense qu'on a payé le prix ces dernières années. Mais je pense qu'on peut mobiliser de manière intelligente des ressources. Il y a de la créativité financière.
c'est pas un gros mot en soi. Je pense que les financiers ont fait de la créativité qui a été un peu débridée et qui malheureusement nous a emmenés à bien des égards dans le mur. On peut mobiliser cette créativité pour aller ailleurs que dans le mur. Et donc ça, c'est le défi que je me donne. En tout cas. Alors justement, avec le recul, comment vous jugez le rôle des banques dans la crise actuelle ? Alors je pense que Il y a une part de responsabilité. Les banques ont une responsabilité. Alors je ne cherche pas à exonérer les banques. Je pense que les banques ont une responsabilité au sens où elles ont assez mal expliqué ce qu'elles faisaient pendant des années et que brusquement, quand elles ont eu besoin de s'expliquer, il y avait un déficit de pédagogie. C'est-à-dire que moi, je me souviens quelque chose qui m'a beaucoup... En fait, elles ont fait du bon travail, mais c'était mal expliqué, c'est ça, non ? Non, elles n'ont pas fait que du bon travail, mais elles n'ont pas forcément expliqué ce à quoi elles servaient. Et par ailleurs, elles n'ont pas fait que des choses utiles. Donc quand tout ça explose, on ne fait plus la part des choses. Et moi, je me souviens, j'avais été très frappé au moment de la faillite de Lehman. Quel était le thème, vous vous en souvenez peut-être, de discussion l'été 2008. Août 2008, le sujet, c'était le RSA de Martin Hirsch. Et on se demandait si on allait donner 500, 700, 800 millions pour le RSA. Un mois et demi plus tard, plan de financement de l'économie, traduit en langage grand public, on donne 400 milliards aux banques. Comment voulez-vous que la population réconcilie 500 millions pour les plus pauvres des Français avec 400 milliards pour les banques ? Alors on peut prendre un langage technique, dire c'est pas la même chose, c'est des garanties, des prêts, etc. C'est juste pas audible. Donc c'est ça qu'il faut qu'on explique. Alors pour revenir à votre question, oui, les banques ont une responsabilité. Elles ne sont pas responsables seules, elles ont une responsabilité. En même temps, c'est une responsabilité partagée. C'est pas l'idée de se dédouaner, mais le citoyen, il est aussi contribuable, il est aussi épargnant, et l'épargnant, mais il aime bien que son épargne lui rapporte un peu plus. Il fait semblant de ne pas savoir que pour que ça rapporte un peu plus, peut-être qu'on a pris un peu plus de risques. Donc voilà, après, qui est plus responsable, je ne sais pas. Je pense que la société dans son ensemble a été assez permissive sur l'endettement depuis 30 ans, qu'elle a été assez permissive sur l'innovation, et que d'une certaine manière, les banques ont été autant un symptôme que participant à une responsabilité collective. Mais 4 ans et demi après, on n'a pas le sentiment que les choses aient véritablement changé. La crise est toujours là et on a le sentiment qu'on ne va pas en sortir. Non pour moi, c'est une préoccupation. C'est aussi ça qui me motive d'aller participer depuis Washington à cette réflexion. On a souvent tendance à dire qu'en économie, il y a des cycles et que, mon Dieu, ça monte, ça baisse et qu'il n'y a qu'à attendre que ça finisse par remonter. Je pense que cette crise, elle est de nature un peu différente. Elle est probablement, sans pousser le parallèle trop loin avec les années 30, c'est une crise qui remet en cause un système tel qu'il s'était développé depuis une quarantaine d'années. Et la tentation qu'on a, c'est d'essayer de revenir à avant, de se dire, on va essayer de rebricoler, de mettre des rustines, d'ajuster le système pour qu'on retrouve le bon vieux temps. Et ça, on ne reviendra jamais. Et je pense qu'il faut en faire son deuil. Je pense qu'il ne faut pas regarder en arrière, qu'il faut regarder devant et repenser le système. Alors, comment vous le voyez justement, ce système ? Alors, ce système... je pense que, je n'ai pas forcément la solution. Non, mais vous avez quand même une bonne vue. J'ai quelques réflexions. Je pense qu'il faut replacer le financement de l'économie au cœur. Au bout du bout, un système financier, c'est fait pour financer le développement d'une économie de différents agents, le financement des États, financement des entreprises, banques, des entreprises, des particuliers, et le faire de manière saine, équilibrée. L'endettement excessif des économies. Chaque pays l'a fait avec son propre génie. Dans certains pays, c'est l'État qui s'est endetté. Dans d'autres, c'est les particuliers. Dans d'autres, c'est les banques. Dans certains pays, c'est tout le monde. Il faut qu'on redevienne plus sage, qu'on arrive à croître, je dirais, de manière plus raisonnable, qu'on arrive à maîtriser l'innovation, qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Donc là aussi, il faut construire ça. Il faut avoir une éthique de responsabilité. Il faut comprendre les produits qu'on fait. Il faut savoir les expliquer. Et je pense qu'il faut retrouver... Encore une fois, les banques sont probablement, le système financier est probablement une concentration d'intelligence. Donc cette intelligence, il faut bien l'utiliser. Et ça, ce discours-là que vous tenez à qui vous allez l'expliquer aux bailleurs de fonds, aux pays auxquels vous allez prêter de l'argent ? Je vais l'expliquer à tout le monde. D'abord, je ne le découvre pas en changeant, en prenant l'avion pour arriver à Washington. Mais je pense qu'il y a un travail de pédagogie immense à faire. Comme je l'ai dit, on ne l'a probablement pas fait depuis des années. Le système économique, moi je suis contre la séparation. On dit souvent il y a une économie financière, une économie réelle, et l'économie réelle par définition c'est bien, l'économie financière par définition c'est mal. Non, il y a une économie dans laquelle la finance doit trouver sa place. La finance avait probablement dans les années 90, au début des années 2000, pris une place hypertrophiée, trop importante. Donc il faut remettre la finance à sa place, en refaire un très bon outil. Il faut que la main reprenne le contrôle de l'outil, c'est-à-dire qu'on utilise la finance pour financer l'économie, pour financer, et j'allais dire même plus que la croissance, le développement. Le développement, ça veut dire mettre les choses dans le bon ordre, ça veut dire construire, c'est ça la perspective. Encore une fois, il faut retrouver probablement aussi une notion de proximité. On a oublié ça. Et moi, je suis contre, on dit la proximité, ça coûte cher, oui, parce qu'il faut passer du temps avec le client. Mais le problème, c'est que si on passe du temps avec le client, ça coûte peut-être cher, peut-être que le client est prêt à payer.
Oui, pour prendre une problématique financière. Donc il y a des tas de choses qu'il faut repenser. Il y a aussi une réflexion qui est importante. Je pense qu'on a, en partie à juste titre, appris à modéliser, à expliquer le monde par des modèles. Ça aide, ça simplifie, mais il ne faut pas que le modèle se substitue au monde. Parce que quelquefois, le monde se rappelle à votre bon souvenir. C'est ce qui s'est passé en 2007-2008. Ah bah, c'était pas dans le modèle. Ou alors, c'était une chance sur 1000. Bah oui, mais malheureusement, ça arrive. Donc là aussi, il faut reprendre la main. Il faut reprendre le contrôle de cet outil qui est un outil merveilleux, qui permet de faire des choses extraordinaires. Et pour ma part, s'il permet de réduire la pauvreté dans le monde, bah, alléluia. Alors, vous défendez une certaine éthique. Est-ce que vos interlocuteurs sont prêts, a priori, à l'entendre ? Bah écoutez, j'espère. Ouais. En tout cas, j'avance pas masqué, comme Non. vous le voyez. Et justement, votre rôle, comment vous le définissez ? Il sera plutôt financier ou politique ? Parce qu'il y a quand même une dimension très politique dans le travail de la Banque mondiale. Bah, c'est bon ce que vous mettez derrière le mot politique. C'est que la politique... Au sens large. Au sens large ou au sens noble. La politique, c'est quand même la gestion de la cité. Et donc, c'est éminemment politique de voir comment on organise les ressources de la cité, les ressources rares de la cité, pour le bien-être du plus grand nombre. Et je dirais non pas forcément de manière égalitaire, mais de manière dont tout le monde puisse en profiter. Donc oui, évidemment, c'est éminemment politique, au plus noble sens du terme. Mais encore une fois, je vous rappelle, je ne sais plus le nom de ce ministre des Finances qui, sous Louis-Philippe, disait « Faites-moi de bonnes politiques, je vous ferai de bonnes finances ». Pour moi, c'est clair, tout est dit. Si on fait des bonnes politiques, mon job, c'est de faire en sorte qu'on apporte les bonnes ressources. Et normalement, c'est ça le cercle vertueux auquel il faut qu'on revienne. Est-ce que vous allez continuer à suivre l'actualité de la Société Générale qui a par exemple accusé une perte très importante au 4e trimestre de 2012 ? Le secteur bancaire ne va pas très bien. Alors, si vous me permettez de reprendre mon ancienne casquette, la perte n'est pas si importante que ça. Elle est conséquente quand même, 476 millions d'euros. 476 millions d'euros. Alors, je ne vais pas vous refaire la démonstration que ces 476 millions d'euros sont en fait un gain de l'ordre de 500 millions d'euros, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut appeler non récurrents, exceptionnels, de nature comptable, etc. La performance intrinsèque des métiers de la Société Générale, les différents métiers, la banque de détail en France, la banque d'affaires, etc., c'est de l'ordre de 3,5 milliards par an. C'est ça la performance intrinsèque. On a été frappé par un certain nombre de choses, dont certaines absurdes. Il y a un sujet qui est un peu compliqué peut-être pour les auditeurs, qui s'appelle la dette propre. Les banques émettent de la dette. Et en normes comptables IFRS, on est dans un système totalement absurde, je profite de ce que je n'ai plus ma casquette de directeur financier pour le dire, qui est que plus vous allez mal, plus vous faites un gain sur votre dette, puisque votre dette vaut moins cher. Les gens disent, vous allez mal, donc votre dette vaut moins cher, et donc les normes comptables supposent que vous pouvez racheter votre dette avec une décote, et donc faire un profit. Donc vous avez eu des profits dans les années difficiles, comme 2008, liés à votre situation dramatique, et là, la bonne nouvelle, c'est que la Société Générale a des mauvais résultats parce qu'elle va bien. Mais c'est juste incompréhensible. Donc ça aussi, si depuis la Banque mondiale, je peux faire passer ce message, et je crois, je n'ai pas forcément tous les éléments, je vais être amené à siéger dans des instances internationales de régulation, là, je vais utiliser mon expérience accumulée pour dire qu'il y a des choses qui sont juste sans aucun sens. Et par exemple, je vous prends cet exemple, l'an dernier, la Société Générale a fait plus d'1 milliard de pertes simplement parce qu'elle allait mieux. Bon, j'ai trouvé personne qui puisse me justifier que c'était intelligent. Et la Banque mondiale a le pouvoir éventuellement de changer ça ? La Banque mondiale n'a pas de pouvoir en tant que telle. C'est ça l'intérêt et la difficulté de la mondialisation. D'insuffler quelque chose, oui, peut-être. Ouais. La mondialisation, c'est compliqué. On est plein d'acteurs, y compris des acteurs nouveaux. C'est très facile de faire diplomatie avec les Anglais et les Allemands. Ça fait 1000 ans qu'on se connaît et qu'on sait qu'un clignement de l'œil d'un Anglais, ça veut dire un oui, et qu'un clignement de l'œil d'un Allemand, ça veut dire un non ou le contraire. Là, il faut qu'on apprenne à discuter avec des Chinois, des Indiens, des institutions internationales. On est en phase d'apprentissage. Je suis très optimiste, on va y arriver. Ça prend du temps. Les Anglais, il a fallu quand même, depuis la guerre de 100 ans, on a fait des progrès, et heureusement. Donc la Banque mondiale, elle a cet intérêt, c'est qu'elle est supposée un peu plus neutre que la moyenne. Elle ne représente pas un État, elle représente la communauté internationale. Et donc, elle a une capacité d'influence. Elle n'a pas d'autorité, pas plus que le FMI, pas moins, mais elle a une capacité d'influence. Et donc, si, avec cette capacité d'influence, je peux faire passer certains messages liés à ce que j'ai pu apprendre dans mon expérience passée, eh bien oui, allons-y. Donc je ne voudrais pas ne pas avoir essayé, en tout cas. Après, on comprend que le monde est en évolution et qu'on qu'on va vers une autre étape. À votre avis, quand cette crise va-t-elle se terminer ? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'elle va forcément se terminer. Oui, quand on prend un peu de recul, on s'aperçoit que, comme je dis, il y a toujours eu des crises et on a changé de modèle. Alors, encore une fois, on a changé de modèle après la Seconde Guerre mondiale, c'était les 30 Glorieuses. On a changé de modèle dans les années 70-80 avec ce qu'on avait appelé la révolution réganienne ou thatchérienne. Je pense qu'on est en train de changer de modèle, on est en train de changer d'équilibre.
Ça prendra quelques années. Si on est un tout petit peu, je vais pas dire lucide, ou si on prend un peu de recul, on s'aperçoit que depuis 30 ans, les pays développés, parce que c'est essentiellement là que la crise se situe, ont probablement dopé leur croissance de, je ne sais pas si c'est 0,5 points ou 1 point par an, parce qu'ils se sont endettés de manière excessive. Bon, il faut que cet endettement soit digéré. Ça va prendre quelques années. Si vous êtes optimiste, vous direz 5 à 10 ans. Si vous êtes pessimiste, que je ne suis pas, probablement plus. Bon, est-ce que le politique peut aider? Probablement. Dans quelle proportion? Je ne sais pas. Il faut que ça se passe. Et ça va se passer. Évidemment que ça va se passer. La France vit au-dessus de ses moyens. C'est fini l'âge d'or économique. Oui, je pense que la France... Mais on n'est pas les seuls. Encore une fois, c'est une problématique des pays développés. Vous avez des pays... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des sacrifices inévitables en France. Alors, ce qui est vrai pour une économie est vrai pour un individu. Quand vous êtes trop endetté, c'est un ajustement réel. C'est comme ça. Alors après, vous pouvez gérer une partie de cet ajustement réel. Alors historiquement, il y a eu des remèdes plus ou moins bons, du pire qui a pu être la guerre, jusqu'à l'inflation. Après, il y a plein d'outils, mais au bout du bout, il y a un ajustement réel. Si vous êtes trop endetté, il faut que vous soyez moins endetté. Donc après, il y a des méthodes plus ou moins douloureuses, plus ou moins simples. C'est vrai qu'en Europe, on progresse, c'est un peu lent, c'est un peu compliqué. J'ai un grand regret, et j'espère qu'on ne sera pas trop sévère avec notre époque quand on la regardera dans 20 ou 30 ans. Le sujet grec était un sujet. On a laissé un sujet qui était objectivement, je ne vais pas dire marginal, mais qui est un sujet de petite importance en Europe, devenir un sujet mondial. Quel gâchis! Donc voilà, maintenant on est passé par là, on n'a pas régressé depuis, on a avancé peut-être lentement, on a avancé avec des cas et des cas, mais on progresse. Donc j'espère qu'on ne va pas s'arrêter. Je pense qu'une partie de la solution réside dans une intégration européenne renforcée. On n'a pas encore passé le point de non-retour. Mais si on y va, on rentrera dans un autre cycle. Et on passera à autre chose. J'espère qu'on tirera les leçons de la crise précédente, puis on verra ce que sera la crise d'après. Parce qu'il y aura une crise après. Mais voilà. En attendant, une Europe fédérale, c'est ce qu'il faudrait. Ah, il y a des gros mots. Moi, je suis alsacien. J'ai vécu à la frontière franco-allemande. La maison de la famille a été occupée par les Hitlerjugend pendant la guerre, donc j'ai une sensibilité particulière. Donc je suis très pro-européen. Le mot fédéral fait parfois peur. Mais en tout cas, une Europe plus solidaire. Et je crois beaucoup, alors c'est très technique, mais je crois beaucoup à l'union bancaire. J'espère qu'elle va se faire. Parce que l'union bancaire, alors c'est un concept qui est un peu technique, un peu technocratique, les gens ne comprennent pas bien, mais ça veut dire qu'on a, au lieu d'avoir une banque française, allemande, italienne, on a une banque européenne qui est supervisée par la BCE depuis Francfort, et surtout ça veut dire qu'on a une zone euro qui financièrement existe et qui retrouve sa souveraineté, qui n'est plus arbitrée, je vais le dire directement, par la City ou par Wall Street. On va pouvoir dire quelles règles on veut appliquer chez nous, dans quelles conditions, comment on veut financer notre économie. Est-ce qu'on veut une économie financée par les banques, financée par les marchés, dans quelles proportions? Pour moi, c'est quelque chose de vital. Si on n'arrive pas à faire ça, je pense que de penser à une union fiscale, budgétaire, etc., c'est un rêve. Donc il faut vraiment qu'on avance dans cette direction. Merci Bertrand Badret, donc nouveau directeur général finance de la Banque mondiale, et vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Merci Jean-Michel Duez.